Les mains dans la pop. Ok. Les mains dans la pop. C'est les mains, C'est ma nouvelle obsession. mais dans la pop. Bonjour et bienvenue chers amours dans les mains dans la pop. Je suis Mao Drama et en face je suis en compagnie de... Audrey. Avec Audrey, on va parler actu, tendance, décryptage de la pop culture, mais aussi gloire et déboire des célébrités qu'on aime et qu'on déteste en secret. En tout cas, faites-nous confiance, vous pouvez lâcher les réseaux, on scrolle pour vous. Chers révolutionnaires en herbe, pourrais-je même annoncer, bienvenue dans le podcast qui aide à survivre en Macronie grâce à une bonne dose d'art. Si vous ne découvrez les mains dans la pop que maintenant, pas de panique. Tous nos épisodes précédents sont disponibles en 49.3. Pardon, j'ai attrapé une macronite aiguë sur toutes les plateformes d'écoute. On saucissonne aussi chaque épisode. Si vous n'avez que 5 minutes avant l'apéro anticapitaliste avec nos chroniques, vous pouvez vous entertainer. Vous pouvez soit écouter ma rôtisserie, soit la reco culturelle d'Audrey. Faites un petit peu ce que vous voulez. C'est le seul espace démocratique qu'il vous reste. Et d'ailleurs, je m'adresse maintenant à ma militante féministe, sociale et antiraciste préférée. Audrey, comment vas-tu ? Mais quelle belle présentation. Et justement, je vais pas super bien comme à peu près tout le monde et je suis prête à tout péter, tout simplement. À tout péter, en tout cas de manière auditive. Merci Audrey. On va commencer à tout péter en pétant les gros titres de l'actu et en remettant des Césars ou des... C'est quoi l'inverse d'un César ? Un pétard ? Enfin bref, désigner des winners et des losers et des winneuses et des loseuses de l'actualité. Et ça commence avec toi Audrey. Win ou lose, telle est la question. Quel loser. C'est ma nouvelle. Elle, je l'aime trop. icône. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Roulement de tambour, on n'en peut plus de temps de suspense. Audrey, tu as un winner dont tu voudrais nous parler, qui est-ce ? Alors, c'est assez métaphorique. Ok. Alors moi, je vais vous parler de révolution et d'astrologie. Quel Merci. rapport ? Merci. Quel rapport ? Eh bien, Pluton, figure-toi, rentre en Verseau ce jeudi 23. Je sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus, j'ai pas tout compris. Parce que franchement, à part connaître quelques petits trucs sur ma charte qui est aussi chaotique que ma vie, j'y connais pas grand-chose en astrologie. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que jeudi 23, ça coïncide avec la grosse grève. Et Pluton qui rentre en Verseau, c'est une configuration très rare des astres. La dernière fois que c'est arrivé, en fait, c'était pile au moment de juste la Révolution française. Non. Si, donc je pense qu'il y a des têtes qui vont tomber. Et ça tombe bien, puisque entre le rapport du GIEC sur le climat qui annonce que la fin est proche, tout simplement, et la motion de censure qui a été rejetée, il y a de quoi foutre le bordel. Pour rappel, je pense que vous êtes tous au courant, on est passé à ça de la chute du gouvernement d'Elisabeth Borne, et par ça, j'entends 9 voix manquantes. Et donc, on a plusieurs armes en poche pour tout renverser. Il y a un recours au Conseil constitutionnel qui a été déposé par l'opposition et qui peut encore tout renverser, on l'espère, ou en tout cas aboutir à une censure partielle de la réforme. Et on peut aussi aller dans la rue, manifester, entonner des chants anticapitalistes, antifascistes. Donc moi ce que je dis c'est rassemblons-nous partout et autant qu'on le peut. N'oubliez pas surtout de sortir en groupe avec un bon petit paquet de sérum physiologique dans la poche parce que ça va gazer. Le numéro d'avocat inscrit sur le bras, moi c'est déjà le cas. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, que peut-être vous n'avez pas envie, voilà. Et si vous avez les moyens, vous pouvez aider à renflouer les caisses de grève tout simplement. Super. Merci pour ces conseils. J'avais entendu également que apparemment si tu es arrêté par la police, tu peux poser la question, suis-je en garde à vue ? Si tu n'es pas en garde à vue, tu peux déguerpir. Il n'a pas le droit de te garder. Oui, et il faut surtout refuser la comparution immédiate parce que c'est un piège. Vous pouvez appeler un avocat, donc voilà. Il y a plein de choses qu'il faut savoir, comme ça vous pouvez vous renseigner sur Internet. Et j'ai ouï dire aussi, je me permets de dire là, qu'il y avait peut-être un autre recours possible, c'était que LFI allait faire un référendum d'initiative partagée. Oui. Voilà, un certain nombre de députés, mais aussi un certain nombre de Français qui doivent être signataires de cette demande. Il faut 4,7 millions de signatures. C'est ça. Je pense qu'on peut y arriver. Allez. Du coup, voilà. Signons, n'hésitons pas à aller, s'il vous plaît. aller la signer. Et toi alors, est-ce que tu veux nous parler d'un winner, d'un loser peut-être ? Tiens. Je vais parler d'un loser en cette sainte semaine de révolution. Écoute, j'ai fait la plouf. C'était soit Olivier Dussopt, soit Macron, soit Elisabeth Borne. Voilà, plouf, ça va être Elisabeth Borne. Parce qu'il y avait un fun fact, fait marrant quand même dans toute cette histoire, c'est que lorsqu'elle a annoncé avec son sourire mutin le 49.3, eh bien, il semble que depuis, elle n'échappera jamais à ce chiffre maudit. Les internautes se sont précipités pour faire grimper son chiffre d'abonnés au fameux chiffre 49 300 followers, ce qui fait un 49.3K Magnifique. sur son profil. Alors, c'est un post de @estchauve, quand même très interrogatif sur le nom de ce mec-là, @bonas95d. Bon, à 16h32, qui dit si ce tweet atteint 50 likes, le mec était pas très ambitieux, vraiment, il était en mode genre, si vous regardez ce tweet, je fais ce que je vais dire, j'envoie 27 000 faux abonnés à Elisabeth Borne pour qu'elle ait exactement le chiffre
contre 49,3K. À l'époque, quand même, fun fact, de nouveau fait marrant, elle culminait avant cette annonce à 12 300 followers. Elle avait moins de followers que moi. Et je suis pas connue. Et je trouve que c'est dire sur l'impopularité de cette personne. À 20h08, cette même personne, @estchauve, obligée de prononcer son nom, félicite la chef du gouvernement pour ses 49,3 preuves visuelles à l'appui. J'adore. Il était arrivé. Et alors tout de suite, son équipe de com désactive son compte, il le met en privé, ce qui fait que du coup, elle choisit qui elle follow, nettoie le compte, elle est maintenant à 26 000 cas, après une action malveillante. Je sais pas, mais genre, non, c'est pas une action malveillante. Genre, c'est une boutade, genre, c'est une mignonnerie, genre, c'était un clin d'œil. Tu vois? Tu veux savoir, une action malveillante, c'est genre condamner les éboueurs à une fin de vie minable. Tu veux savoir, genre, une action malveillante? Eh ben, c'est nous obliger à mourir avant de pouvoir vivre. Tu veux savoir une action malveillante? T'as compris, en gros. Et c'est en plus leur réaction un peu disproportionnée qui a donné de la visibilité à cette blagounette. Parfois, ne pas réagir, c'est enterrer le buzz. Regarde Éric Coquerel. C'est de dire un truc, c'est un mec qui est accusé d'agression, qui est le chef des Insoumis à l'Assemblée nationale. Pas réagi, pas de buzz. Prochaine étape, on fait monter le compte d'Affida Turner au nombre de tympans percés. Et moi, je fais monter mon propre compte. Pas la fin de la phrase. Mais vive l'Olympia dans 3 ans. À présent que j'ai chaudement félicité Elisabeth Borne pour son nombre d'abonnés, eh bien, tu as aussi quelqu'un à qui décerner une loose cette fois-ci. Tout à fait. C'est à tout un État des États-Unis que je décerne cette palme du loser. Je parle de la Floride parce que désormais, peut-être qu'en Floride, parler de règles avant la classe de la 6e pourra être illégal. Non, ce n'est pas une blague. Les législateurs de Floride envisagent en fait un projet de loi qui va viser à renforcer le contrôle de l'État sur l'éducation sexuelle et interdire tout simplement toute instruction dans les écoles sur les cycles menstruels avant la classe de la 6e. Et donc la proposition de loi, elle intervient dans un contexte qui craint déjà pas mal. Le gouverneur républicain qui s'appelle Ron DeSantis a déjà permis d'adopter une série de lois qui limitent complètement la discussion dans les écoles à propos du genre et de la sexualité. Pour de l'éducation sexuelle, c'est pas ouf. Déjà que les cours d'éducation sexuelle sont claqués au sol. Si en plus on parle pas de cycle menstruel, je me demande de quoi on va parler. On va sûrement parler de cigognes et de bébés qui apparaissent dans des choux. C'est vraiment du puritanisme et vraiment une idéologie conservatrice qui grossit de plus en plus aux États-Unis, on l'a déjà vu. Et sachant que les personnes menstruées ont généralement leurs premières règles entre 10 et 15 ans et que certaines les ont même avant ça. Il y en a même qui les ont à 9 ans et que les pros de la santé recommandent d'ailleurs de parler aux enfants de la puberté et des changements dans leur corps avant que ça survienne, ce qui paraît assez logique. Ça paraît complètement con du coup de ne pas leur en parler en cours. Et Ron DeSantis, en fait, pour justifier cette loi, il assure que c'est pour permettre d'uniformiser l'éducation sexuelle et d'offrir plus de pouvoir aux parents qui pourront ou non éduquer selon leur choix leur enfant sur le sujet. On parle quand même d'expliquer le fonctionnement du corps humain. Je vois pas trop où est le problème, où est le danger. C'est un petit peu chelou. C'est complètement con et ça fait surtout très peur qu'il y ait un aussi grand contrôle finalement sur l'éducation des enfants. Enfin, c'est même plus des pas en arrière là qu'on fait, c'est un retour. C'est l'âge de pierre. Vraiment l'âge de pierre, un voyage dans le temps. Donc c'est terrifiant. Et d'ailleurs, quand tout à l'heure tu m'avais dit que c'était ton sujet, je crois tellement plus en l'intelligence des Américains que je t'ai dit quoi, il y a plus le droit d'avoir ces règles. Franchement, vraiment cru qu'on pouvait en venir là. Next thing, c'est ne plus avoir ces règles du tout. Interdit. En tout cas, il y a pas mal de choses qui sont interdites, mais ce qui ne sera jamais interdit, c'est peut-être ton winner, Mao? Absolument. Mon winner, c'est la 3e saison de LOL qui ressort, qui est partout sur Twitter. Il y a une vague de mèmes qui est en train de nous submerger. Alors, le but de l'émission, pour celles et ceux qui ne regardent pas, c'est de ne pas rire aux blagues des autres participants pour gagner de l'argent qui est remis à une association. Donc, le but, c'est de jouer sur l'interdit. C'est de la psychologie inversée. Si par exemple, là, je te dis, Audrey, je t'interdis de me dire que je suis belle. T'as pas trop envie de me dire que je suis belle? Bon, la psychologie inversée, en tout cas, fonctionne avec les participants et les participantes de l'émission. Il y a un équivalent aux États-Unis, c'est une émission qui s'appelle Too Hot to Handle, où c'est en gros des jambos réunis en huis clos sur une île et ils ont pas le droit de baiser. Ça les met dans tous leurs états, ils sont vraiment genre, quoi, j'ai pas le droit de baiser, je peux pas genre mettre mon pénis dans la bouche de Jessica. Et je trouve ça trop mignon qu'en France, notre interdit, ce soit le rire. Tu sais, c'est vraiment trop notre talon d'Achille. C'est les camouflés humoristiques et le déni démocratique. Piou piou, ça rime. De La Fontaine à Molière, en passant par Paul Mirabel ou Morgane Cadignan, on ne résiste pas à un bon calembour. La langue française et ses jeux de mots, eh bien, c'en est trop pour nous, on ne résiste pas. Et ce casting 5 étoiles, mis à rude épreuve pendant 6 heures, sert ce propos. Alors, les extraits viraux, j'en donne quelques exemples. J'ai vu Pierre Ninet, spoiler, qui a gagné, avec un bocal sur la tête, imitant Thomas Pesquet. Leila Bekti, avec un peigne géant. Adèle Exarchopoulos, qui entame un slam sur du djembé, Camoulox. La carte Joker de Laura Felpin. Et ne me demandez pas d'expliquer ces scènes, je ne les ai pas comprises. Pour moi, c'est un peu du surréalisme belge. Tu sais, ceci n'est pas une pipe, je suis en mode genre, ceci n'est pas une blague. Mais on s'en fout que je comprenne pas. Parce qu'au moins, ça met des ondes positives sur les réseaux sociaux. Et c'est un fait suffisamment rare pour être souligné. Ça met en avant des belles valeurs, comme le rire. Point final. L'amour. L'idée, je la lance. Prochaine boom, prochaine vacances entre potes, faites un qui ressort. Et celui qui gagne, paie le pastis pour tout le monde. Parce qu'on reste en France, il y a des valeurs ici. Les camouflés, la fontaine et le pastis.
Le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine ? Vous avez des idées ? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas ? Elle a osé. Vous les aviez peut-être vus sur votre page d'accueil Netflix. Ces documentaires, ces true crime qui font les bons frais, les bons chiffres de la compagnie américaine. J'invente des expressions en même temps. Par exemple, récemment, il y avait la sortie du documentaire sur l'affaire Fourniret ou encore celui sur la disparition du MH370. Qui cartonne ? Ce sont les top 1, les top 2, les top 3 de Netflix. Alors notre question aujourd'hui, notre sujet du jour, c'était pourquoi cette fascination pour le morbide et pour le drame ? Et même dans ce studio, on ne vous jette pas l'opprobre. J'ai encore inventé une expression ou pas ? Non, c'est. Okay. Je pense que c'est ok. On ne vous jette pas la corde du pendu. Là, j'ai inventé. Nous plaidons coupables. Nous aussi. Nous avons déjà regardé des true crime. Ces documentaires dont la narration se passe de voix off et qui retracent l'épopée de tueurs sanguinaires et sexistes. Eh bien, nous les avons regardés pour nous divertir, pour nous relaxer, pour nous exorciser de nos peurs du pire. Ouais, carrément. Moi, j'avoue, j'ai un peu honte parfois de l'avouer, mais je faisais partie et je fais encore un peu partie des personnes qui étaient fascinées par toutes les affaires un peu de true crime, de faits divers, par moments de faiblesse, par curiosité morbide, etc. En fait, c'était pas tant les actes vraiment des tueurs en série qui me captivaient, c'était plutôt l'enquête, tout ce qu'il y avait derrière. Et franchement, il y a beaucoup d'ouvrages, beaucoup de séries à propos des serial killers. Comme tu disais, il y a beaucoup de succès sur Netflix. Il y a eu le biopic de Ted Bundy que vraiment j'ai regardé en une journée, malheureusement, après petit cauchemar. La série Mindhunter, où vraiment ça retrace des agents qui essaient de comprendre l'esprit des tueurs. Ah oui, j'avais vu le profilage des tueurs en série pour comprendre s'ils ont des caractéristiques communes. Mais quand tu réfléchis, même quand on était gamine ou gamin, je lisais Fantomas. Bon, je te dis pas que c'est du grand crime, mais il y a l'idée d'enquête. Fantomas. C'est genre oui. Agatha Christie, c'est pas non plus un hasard que ce soit, je sais pas. Je pense que c'est un peu sur la même lignée. Après, là, on est quand même sur une échelle de violence un peu au-dessus quand même que Fantomas. C'est pas qui a caché le fantôme, c'est qui a mangé le fantôme. C'est vraiment ça. Et puis, il y a plein de reportages aussi sur les prisons les plus dangereuses des États-Unis, les enquêtes criminelles, comme tu le disais tout à l'heure, qui décortiquent des faits vraiment glaçants. Et, je sais pas, moi, ça m'intriguait. Tous les crimes autour des sociopathes, des psychopathes, qui sont tristement célèbres. C'est hyper scénarisé, parfois à outrance, et l'audience en redemande, quoi. Ouais. Enfin, comme tu le disais, c'est des gros succès. Enfin, en tout cas, personnellement, ça me fascine. Et c'est, comme je disais, c'est pas tant la violence elle-même, c'est plutôt comprendre ce qu'il y a derrière, comprendre pourquoi, qu'est-ce qui pousse ces gens à commettre des crimes aussi barbares. J'ai besoin de trouver une explication rationnelle, je pense. Alors, longtemps, je me suis vraiment gavée de tout ce contenu. Ce que tu vas me dire, longtemps, je me suis demandé si moi-même, je n'étais pas psychopathe. Oui, aussi. Parce que ça me fait penser le profilage. Non, mais ça me fait penser à ça. Je sais pas si toi, t'as déjà ça, mais moi, j'ai déjà regardé les critères. Bon, faut savoir qu'il y a fait des tests, des quiz. Parce que, en gros, ma mère était persuadée que j'étais genre psychopathe quand j'étais petite parce que j'ai tué mon poisson rouge, mais genre, je le jure, j'ai pas fait exprès. Mais longue histoire avec un pic et tout. Un pic à glace. Non, je déconne avec un. Waouh! Mais je te Mao jure, a tué son poisson rouge avec un pic à glace dans sa chambre. Et dans les caractéristiques de pourquoi t'es un psychopathe, il y a le fait que tu tues des animaux de compagnie. Bah oui, je sais bien. Non, mais je te jure, me regarde pas différemment. Je te jure que franchement, je me sens pas très safe. Est-ce que quelque part, on regarde pas quelqu'un qui a passé la rambarde pour se rassurer que nous, on a juste pensé à tuer? Ben justement, j'y viendrai. Mais en tout cas, moi, pendant longtemps, j'ai regardé un compte YouTube qui s'appelle Explore With Us. Ok, Explore With Us. Ouais, avec mon accent. Et ça décortique en fait tous les interrogatoires de vrais criminels et tueurs en série, et à la lumière d'experts en psychologie, en psychiatrie, en droit pénal et en communication non verbale. Donc en gros, pendant 1 heure, tu regardes l'interrogatoire d'ados qui ont tué toute leur famille, de couples qui ont commis un infanticide, vraiment des trucs horribles. Et en fait, t'as des experts qui analysent toutes leurs paroles, tous leurs faits et gestes pour tenter en fait de déceler leurs mensonges, leurs stratégies et même leurs moments de faiblesse, leurs moments de stress. Et je sais pas, moi, ça me fascine. Et puis tout ça, ça a agrémenté aussi de témoignages de proches, de photos, de vidéos. Et j'étais accro à ce type de contenu et à d'autres contenus qui décortiquaient comme ça qu'est-ce qui mène ces sociopathes, ces psychopathes à passer à l'acte. J'ai arrêté parce que ça me faisait faire des cauchemars, évidemment. Oui. Ça me rendait hyper parano, mais ça me fascine toujours un petit peu. Je sais pas si toi, t'as cette même fascination en tant que psychopathe. En tant que psychopathe infantile. Mais j'ai une question, est-ce que ça t'a rendu expert? Je pense franchement que j'ai une petite expertise. Est-ce que tu pas un peu enquêteur maintenant? J'irai pas jusque-là, mais tout l'aspect psychologique du truc, je pense que j'ai développé une mini-expertise après. Est-ce qu'on est vraiment expert en regardant des vidéos YouTube? Est-ce que t'as déjà observé quelqu'un dans ton entourage, ou une personnalité publique, où tu t'es dit là, c'est un sociopathe, il a déjà tué des femmes. Non mais franchement oui, mais ça m'a rendu un peu
parano aussi, du coup. Bah oui, moi aussi, ça m'a regardé un parano. Je me rappelle de nuit à regarder tous les trucs sur Ted Bundy. Et avant, je vivais dans une chambre de bonne de 7 mètres carrés et demi à chaque Paris. Dans le 6e. Et en gros, juste pourquoi je faisais ça, parce que ma porte, c'était une porte en bois. Okay. Comme tu sais, c'était les maisons vraiment de bonne, les hôtels particuliers à l'ancienne. Et je sais pas, je me disais, n'importe qui peut rentrer dans ma chambre. Effectivement. Et oui, ça rendait parano. Il y avait ce truc en même temps. Je sais pas pourquoi je me disais, ce soir, on se ferait pas un bon true crime. Genre même parfois, je me rappelle avoir été déçue de voir qu'il n'y en avait pas des nouveaux qui étaient sortis. Mais ouais, ça rend accro. Ça fait un piquant, ça rend sérieux, comme si c'était engageant comme documentaire, parce que ça interroge tes tripes. Et puis ensuite, sans l'expliquer, j'avais même eu un petit copain, je me rappelle, on regardait des true crime, genre on était grave content qu'il y en ait un nouveau qui sorte et tout. Bref. Ambiance. Wow. Super date. Et en gros, je sais pas si c'est la tête sortie du confinement, mais un besoin maintenant de bonheur, c'est-à-dire que j'ai peu de temps libre maintenant et je choisis de le mettre sur des choses positives, soit créatives, comme de la peinture et de la broderie, putain, on dirait un truc de développement personnel, soit, j'avoue, genre, j'ouvre pour regarder genre The Office, des choses qui me font rire, qui vont vraiment me donner de la sérotonine, parce qu'en fait, il y a 2 semaines, j'ai voulu voir l'affaire Florence Cassé. C'est une jeune femme qui aurait été plus ou moins mêlée à l'enlèvement de Français en Amérique du Sud, car elle était amoureuse d'un trafiquant de drogue. Mais au bout de 20 minutes, je suis en mode, mais non, en fait. Genre, je veux pas te donner de mon temps et je veux regarder les Teletubbies ou... From True Crime to Teletubbies. Absolument. Mais en tout cas, moi, ça m'a toujours intéressé la psychologie qu'il y avait derrière cette fascination. J'ai un petit peu fouillé et apparemment, c'est lié à plusieurs choses. Il y a plusieurs théories. Donc, dans un premier temps, il y a des gens qui disent que c'est lié à l'évolution et à la survie. En gros, il y a un chercheur au Danemark qui s'appelle Coltan Scrivener qui a étudié un peu la curiosité morbide et en fait, il a découvert que c'était concentré sur 4 expériences. Donc, le danger du surnaturel, les violations corporelles, la violence et l'esprit des personnes dangereuses. Donc, en gros, les tueurs en série, ils cochent pas mal de ces cases. C'est un peu aussi pour ça qu'on est aussi fasciné. Il explique aussi qu'avant, on passait la plupart de notre temps quand on était dans la nature. Chasseur-cueilleur, là, vraiment. Ouais, c'est ça, exactement. À éviter les prédateurs. Et en fait, comme les prédateurs sont pas toujours en train de chasser, il est logique pour nous et pour les animaux, de prêter attention aux prédateurs pour essayer de les comprendre. Essayer de comprendre comment ils fonctionnent, ce qui les motive. Pour s'en protéger au final? C'est ça, en fait. En gros, on se renseigne. On serait fasciné, en fait, par pure survie. On rassemble le max d'infos inconsciemment au cas où on se retrouverait nez à nez avec un tueur. Et en fait, on met toutes les chances de notre côté inconsciemment, quoi. C'est un peu comme quand tu stalkes quelqu'un avant même de le rencontrer pour savoir un peu à qui t'as affaire, quoi. C'est un peu une stratégie aussi que les enquêteurs adoptent, puisque on l'a vu dans la série Mindhunter dont je parlais tout à l'heure. Il y a des agents du FBI qui, rencontrent des serial killers pour essayer de les comprendre, pour mieux ensuite en appréhender d'autres. Donc c'est un peu ce qu'on fait à notre petite échelle, quoi. D'accord. Franchement, merci, ça me donne une clé explicative que j'avais pas. Attends, il y a plein d'autres explications. Je vais essayer de synthétiser tout ça, mais en gros, ça explique pas tout parce que, si vraiment c'était purement juste une stratégie pour éviter les risques, on passerait aussi notre dimanche après-midi à binger des trucs sur, je sais pas moi, des menaces un peu plus courantes comme les maladies cardiovasculaires ou des trucs comme ça, tu vois. Mais il y a un article du magazine qui s'appelle Sci-Fi qui dit que nous ne sommes pas fascinés par les tueurs en série parce qu'ils présentent une menace réelle, parce que c'est vrai que ça arrive pas si souvent que ça, mais parce qu'ils opèrent tellement en dehors des limites de l'activité humaine ordinaire que, on est fascinés. Ils ont toute notre attention. Il y a une autre explication aussi, c'est qu'on aime ça parce que ça nous offre une sorte de jeu moral avec des héros, des méchants, des victimes. Et qui complète notre vision de la société. C'est ça, avec potentiellement un tueur qui se fait attraper et ça nous fait du bien, ça nous rassure. Bien sûr. Ensuite, il y a aussi le fait que c'est tellement incompréhensible, c'est un peu moi ce qui m'anime, je pense. C'est des crimes tellement violents que c'est presque énigmatique. On essaie de comprendre ce qu'il y a derrière tout ça, on essaie de rentrer dans l'esprit du tueur, quoi. Il y a aussi des gens qui disent que ça nous offre un cadre un peu protecteur dans lequel on peut faire face à des choses affreuses qui se produisent mais qui se produisent pas dans nos vies. En fait, on détourne un peu nos peurs vers des choses qui ont peu de chances de nous arriver. On d'arrêter pas de faire mais en même temps, je suis quand même non mais c'est vrai. Tu vois, c'est plus facile d'avoir peur d'un serial killer que d'avoir peur de la fin du monde qui est à nos portes, quoi. Ouais, et de la montée des eaux. C'est ça, exactement. Et enfin, il y a une étude aussi qui a été menée par l'université. C'est ouf, c'est vraiment ouf. De John Jay College of Criminal Justice. Et en gros, qui dirait aussi que déjà les femmes sont plus attirées par les tueurs en série, elles sont plus fascinées par ce genre de Parce que c'est nos prédateurs aussi, les hommes sont nos prédateurs. Exactement, c'est exactement ça. En fait, c'est lié aussi à des traumatismes et à un sexisme intériorisé, ce qui pourrait expliquer la fascination des femmes pour les tueurs en série. Il y a une telle fascination d'ailleurs que je me souviens que Netflix US avait dû réagir face à la fascination des spectateurs et surtout spectatrices pour le prétendu sex appeal du tueur en série Ted Bundy. Donc vraiment la fascination
prévention est totale. Et oui, il devait prévenir parce que la mise en avant de ces récits, elle a des dérives, elle en a plusieurs. Par exemple, regarder des séries ou des documentaires sur le mode opératoire des serial killers, eh bien ça inspire en fait insidieusement des personnes à commettre le même type de crime. Alors pour ça, j'ai plusieurs exemples. Par exemple, tu as l'exemple du copycat, la personne qui va copier le mode opératoire d'un mec connu. Dans les années 60, il y a un meurtrier qui s'appelle le meurtrier du Zodiac. Il y a peut-être quelque chose, il y a plusieurs films faits sur ce mec, qui tuait des jeunes couples en Caroline du Nord. 30 ans plus tard, il y a un mec qui s'appelle Heriberto Seda qui le copie à New York dans les années 90. Et alors, il a le même jeu, c'est-à-dire que le Zodiac laissait des notes énigmatiques à la police pour les narguer. Okay. Et donc, il fait la même chose. Bon, moins doué, il a été pris plus rapidement. Mais ça montre... c'est trop bizarre, genre, tu sais qui m'inspire? Genre, Lisa Monet ou genre... Non, mais je sais pas, Rihanna ou Afida Turner, c'est trop marrant qu'il y a un mec qui s'est dit genre, ce gars, I'm fan, j'ai un... Mais est-ce que tu penses que c'est des gens qui avaient déjà une prédisposition? C'est pas genre comme les gens qui disaient, les jeux vidéo, ça incite à tuer, quoi. Je pense que t'as un terrain psychologique sensible et que t'avais besoin d'une évacuation de ta haine et d'être sur les traces de quelqu'un. Oui, absolument. Il y a aussi plusieurs rapports psychologiques, me semble-t-il, qui avaient été faits sur le fait que les serial killers veulent de l'attention. Veulent entendre parler d'eux dans les journaux. C'est une forme de reconnaissance lorsqu'ils n'en ont pas eu plus jeunes, bizarrement. D'accord, très bien. Moi, je poste des stories sur Insta. Il y en a d'autres qui font d'autres choses un peu plus condamnables. Il y a aussi un autre effet sur les dérives qu'il peut y avoir. Alors, je sais pas si tu as déjà entendu parler de l'effet Werther des suicides. Pas du tout. C'est quand quelqu'un de connu ou de célèbre se suicide. Il y a une vague de suicides répétés qui a lieu quand Marilyn Monroe s'est suicidée. Il y a plusieurs centaines de jeunes femmes qui se sont suicidées dans les mois qui ont suivi. Eh bien, il y a le même effet avec les meurtres. Selon une étude réalisée par la doctorante espagnole en droit pénal et criminologie Isabel Marzabal, eh bien, après un féminicide rendu public dans les médias, 24% de féminicides vont avoir lieu en plus dans les 10 jours qui suivent. Ah ouais? Oui. Ok. Comme quoi, ouais. Ils regardent, d'influence, quoi. Il y a aussi d'autres choses, c'est que vraiment le mode opératoire, même dans les séries criminelles, il y a des gens qui piquent tel ou tel conseil. Par exemple, dans Breaking Bad, il y a plusieurs épisodes où on voit comment faire disparaître des corps avec des gros bacs d'acide. Eh bien, ça a inspiré un homme qui s'appelle Regan Jolet, qui a tué sa petite amie. Et le coloc de ce mec a retrouvé la petite amie dans un énorme bac d'acide. Et le mec a dit après en garde à vue, merci. Il a dit, bah ouais, j'ai vu cette méthode dans Breaking Bad. Je pense loin était dans l'idée des réalisateurs, des scénaristes, pourtant d'inspirer de manière si glauque des personnes. On va s'intéresser aussi à ce dont tu parlais, le sex appeal des tueurs en série. Alors là aussi, il y a des explications psychologiques et psychiatriques. Je vais m'appuyer beaucoup là-dessus sur l'enquête de Isabelle Orlan, qui a un père qui peut personnifier le type de jeune femme qui va être attirée par les tueurs. Elle s'appelle la killer groupie. C'est souvent une femme blanche, diplômée, d'un milieu aisé, qui sexualise ces hommes. Mais milieu aisé, genre, il y a déjà une meuf, elle faisait partie d'un country club, qui était mariée à plein de mecs et qui a quitté son mari pour rejoindre un tueur en série qui avait tué 8 femmes dans je sais plus quel état américain. Guy Georges, le tueur de l'Est parisien des années 90, atroce, qui violait et tuait de jeunes femmes, il y avait... à chaque audition, 80% de l'auditoire qui étaient des jeunes femmes apprêtées qui souhaitaient attirer son attention parce qu'il avait du bagou. Charles Manson, jusqu'à ses 80 ans, il est depuis décédé, mais jusque très tard dans sa vie, alors que c'était devenu un vieil homme laid et denté, il était fiancé à une jeune bourgeoise de 26 ans et il avait reçu plusieurs milliers de lettres par an. Oui, quand je vous dis qu'il y a de l'espoir pour n'importe qui, même Gérard Depardieu, tout est là. Il y a aussi une autre scène qui est à peine croyable. À l'aube des années 2000, le tueur en série Danny Rowling comparaît devant les tribunaux de Floride. Lorsqu'on demande à l'éventreur de Gainesville, tu vois encore un joli nom, il y en a qui s'appelle Grosse Queue du 72, dis-toi qu'il y en a d'autres qui s'appellent l'éventreur de Gainesville. S'il a quelque chose à ajouter, ce dernier passe outre les objections de son avocat, le mec se lève, il éclaircit sa voix, il est en mode genre et il se met à pousser la chantonnette. Je me souviens du jour où je t'ai vu, où je t'ai dit que je t'aimais. Et la destinataire de ces mots doux, c'est une jeune femme qui s'appelle Sandra London, qui était assise à l'audience. Et il paraît qu'elle sort de l'audience en disant, journaliste, vous avez vu? Il a dit qu'il m'aimait. Oh donc en plus, il y a un jeu de séduction entre l'homme à la barre et les jeunes femmes dans l'auditoire pour de vrai. Quelle horreur. Il y a, on en a checké un tout à l'heure avant d'écrire cet épisode, un site de rencontre, plusieurs sites, mais on s'est intéressé à un site de rencontre qui s'appelle Prison Pen Pals, donc prison stylo pals, copine, bref, pour dialoguer avec des prisonniers, pour avoir des relations épistolaires avec eux. Alors on a même pu voir qu'il y avait des photos, ils présentaient plusieurs de leurs traits. Il y avait un mec, ça me faisait trop rire, qui avait une photo qui disait une photo vaut 10 000 mots, et la photo, franchement, elle te donne vraiment pas envie d'avoir rendez-vous même dans un lieu public. 10 000 mots, soit Berk, You. De ouf, genre Bumble c'est chaud, franchement protégez-vous, écartez-vous de vos claviers, parlez à votre voisin dans le train, ça peut être moins risqué. Explication psychologique, ce serait souvent un rapport genré dans le sens où ces hommes-là peuvent attirer de l'empathie. On peut ressentir de la pitié pour elles et on le sait, nous les femmes, nous sommes éduquées pour être plus douces, pour ressentir plus d'empathie. Dans le profil sociologique de ces femmes, il y en a beaucoup qui sont chrétiennes. Dans la chrétienté, il y a l'idée du pardon. Tu sais, Jésus est giflé, il doit tendre l'autre joue. L'idée aussi peut-être de soumission totale à celui qui est ton prédateur. La sociologue expliquait, en fait, ce qui plaît aussi à ces jeunes femmes dans les relations
conversation épistolaire, c'est que les hommes sont assidus dans les réponses, sans comprendre qu'en fait, ils n'ont que ça à Ils ont que faire. ça à foutre, ouais. Donc la barre est si basse en dating que juste un mec qui répond à tes SMS, Purée. c'est quoi, ça te donne envie de t'engager. Avec un criminel. Waouh. Et moi, je pense aussi aux familles des victimes. Ah oui, quand on regarde tous ces documentaires. Ouais, parce que je me mets à leur place et je me dis, tu vois, il y a plein de films, plein de séries. Pour moi, tu vois, c'est une chose de faire des documentaires sur des faits divers, vraiment pour mettre en avant, voilà, les actes affreux et concrets des serial killers. Et c'en est une autre quand même de faire une série avec des acteurs en vue. Je pense par exemple à Zac Efron dans la série sur Ted Bundy sur Netflix. Et avec, voilà, des intrigues, romantisation des faits et surtout des choses qui visent à humaniser finalement ces serial killers. Et je me dis, la famille des victimes qui revivent en fait au final leur traumatisme comme ça à l'écran et qui voient aussi la fascination que les autres peuvent avoir pour ces serial killers, ça doit être super hard. C'est des vrais vécus, c'est pas juste des histoires inventées de toutes pièces. Je me dis, ça doit vraiment être traumatisant et c'était notamment le cas pour les familles des victimes de Jeffrey Dahmer, parce que récemment là il y a une série qui est sortie sur Netflix. Et les gens qui se déguisaient en Jeffrey Dahmer à Halloween. Ouais, voilà, il y a eu toute une starification autour du personnage de Jeffrey Dahmer. Et d'ailleurs, aucun membre des familles n'avait consenti en fait à la sortie de la série. Et c'est pire que ça parce qu'aucun membre n'a été consulté. Ils avaient même émis vraiment leur désaccord par rapport à cette série et ils n'ont reçu aucun centime par rapport à tout ce que cette série a engrangé comme thune, quoi. Et d'ailleurs, il y avait même eu un scandale parce que l'acteur Evan Peters qui joue donc Jeffrey Dahmer, il n'avait pas eu un seul mot pour les familles des victimes lorsqu'il a gagné le Golden Globes du meilleur acteur dans une mini-série cette année. Et j'imagine même pas le traumatisme que c'est de voir tout l'engouement qu'il y a eu autour de cette série. Et puis vraiment, en plus, se voir eux-mêmes représentés à l'écran finalement, parce qu'il y a les familles qui sont à l'écran. Il y a même des discours. Je me souviens, il y a une scène où il y a une sœur d'une victime qui parle à la barre devant Jeffrey Dahmer et en fait, c'est mot pour mot, trait pour trait, ce qu'elle avait dit dans la vraie vie. J'imagine même pas le traumatisme de se voir à l'écran représenté comme ça sans en avoir donné l'accord. Et en plus de ça, il y a quand même un certain privilège. On parlait tout à l'heure de toute la fascination que les femmes peuvent avoir pour ces serial killers. Il y a un privilège de certains serial killers blancs, instruits, beaux gosses. Bon, après, ça dépend selon quels critères, et qui peuvent tuer en toute impunité pendant plusieurs années au nez à la barbe des policiers. Et Dahmer, par exemple, parmi ses victimes, c'était toujours un petit peu le même profil. C'était des jeunes hommes noirs ou hispaniques, pour la plupart homosexuels, qui vivaient dans des quartiers défavorisés. D'ailleurs, il avait lui-même déménagé dans de tels quartiers pour avoir plus facilement accès à ses victimes. Je trouve ça vraiment horrible. Il y a aussi Ted Bundy qui a travaillé comme directeur adjoint du Seattle Crime Prevention Advisory, où il a carrément produit une brochure pour les femmes sur la prévention du viol. Il s'était échappé de sa garde à vue 2 fois, donc vraiment totale impunité. Et il y a même des policiers d'ailleurs en plus tueurs en série. Il y en a déjà eu. Il y en a en France, il y en a eu aux États-Unis. Carrément, t'as raison. Et il y avait un mec aussi qui s'appelait Peter Sutcliffe. Il a été interviewé 9 fois avant d'être arrêté. Tu parlais des victimes de Dahmer tout à l'heure, qui s'appelle Konerak Sintasophone. En fait, il s'était échappé nu et il avait vu des policiers dans la rue et donc il était allé à leur rencontre pour sortir de là, sortir de sa misère. Et ils ont permis en fait à Dahmer de le ramener chez lui parce que Dahmer s'exprime bien, Dahmer est blanc, Dahmer a simplement dit que c'était son petit ami. En fait, ils l'ont même raccompagné chez Dahmer et il s'est fait tuer. Donc c'est vraiment l'impunité la plus totale. Et je trouve que au-delà de tout ça, au-delà de la fascination morbide, il y a aussi ce qu'on appelle le violence et le trauma porn. En fait, c'est une forme un peu de plaisir et de facilité à regarder la souffrance des autres. Et d'autant plus quand c'est des victimes racisées. C'est une sorte de défouloir un peu voyeuriste comme ça. Et ça réduit les corps noirs qui souffrent à simplement des corps. Et c'est ce qu'on voit dans les milliers de films qui ont été dédiés à l'esclavage et où on montre vraiment en détail les dos ensanglantés, la souffrance des esclaves. C'est aussi ce qu'on voit dans les vidéos de violences policières où il y a des personnes noires qui se font frapper, qui se font tuer. Alors, c'est nécessaire pour informer, mais personnellement, à répétition, je trouve que ça crée un nouveau traumatisme pour les personnes concernées. Je suis tout à fait d'accord, il y a cette question raciale et il y en a une aussi qu'on a effleurée, mais c'est aussi la question du genre, parce qu'il faut savoir que, n'en déplaise aux masculinistes, 90% des auteurs de meurtres sont des hommes. Les femmes ne sont jamais glorifiées lorsqu'elles tuent. Et aussi, lorsque je m'étais intéressée aux killers groupies, la sociologue disait quelque chose d'intéressant, c'est qu'on n'écrit pas aux prisonnières, par contre. On écrit aux prisonniers, mais pas aux prisonnières. Elles ne sont pas attirantes, les femmes qui tuent. C'est vrai que ça rejoint aussi l'étude dont je parlais tout à l'heure, la fascination des femmes pour les hommes. Et du coup, c'est vrai que ce violence porn, ce trauma porn, c'est problématique parce que c'est vraiment montrer la souffrance des autres en gros plan. Et je trouve qu'on n'a pas besoin de la montrer avec autant de détails, avec autant de glorification et de romantisation pour comprendre où est le problème. Moi, je trouve que fans de films d'horreur. Enfin, c'est ça. Marrant, mais ouais. Ouais. Il y a du plaisir à se faire peur. C'est ça, mais du coup,
où on parle quand même de faits réels. Mais je juge pas, mais je m'interroge. Ouais, bien sûr. Pour moi aussi, c'est énigmatique de se dire, j'ai une soirée, je vais faire monter mon taux de cortisol, mon taux de colère et mon taux d'adrénaline ouais. en regardant genre Saw 3. Je connais mal les noms. Ouais, non, je comprends. À la limite, Saw 3... c'est une fiction, mais tu vois les vidéos de violence. Je comprends plus quelqu'un qui regarde un film d'horreur que quelqu'un qui regarde un. Je regarde les deux, donc je m'auto-juge en fait. Mais il y a ce truc, limite tu te dis c'est pas moi, donc c'est ok de le regarder et ça rassure peut-être aussi les gens. Mais en tout cas voilà, c'est souvent des violences qui servent d'outils pour explorer un peu l'horreur et se donner un petit peu des frissons. Moi j'essaie comme toi de moins en moins en regarder parce que c'est vrai que sur le moment c'est cool, tu te dis ouh frisson, etc. Et puis c'est fascinant, l'aspect psychologique et tout. Mais en même temps, après cauchemar, paranoïa, et c'est pas très positif comme contenu, quoi. Toi, je sais pas si tu vas continuer à en regarder. Tu disais tout à l'heure, t'en regardais moins. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui continueront de m'intéresser, surtout quand ils racontent quelque chose sociétalement. Bon, moi, je pense que chaque crime raconte un truc de notre société, un truc politique. Mais je pense à l'affaire du petit Grégory, qui a ébranlé plus globalement, et la presse et les tribunaux. Je sais que celui-là, je l'ai regardé. S'il sortait aujourd'hui, je le regarderai à nouveau. Et ça m'intéressait un peu l'affaire Florence Cassé, parce que c'était une affaire qui était devenue une histoire de droit international. Nicolas Sarkozy s'en était mêlé, etc. Bon, j'ai pas survécu au bout de 20 minutes, mais à moins que je sois très rassurée dans les bras de quelqu'un qui me rassure, je suis pas certaine d'en regarder des nouveaux. Ou à moins de nouveau que ça raconte quelque chose. J'en ai regardé un, en fait, de True Crime, qui s'appelle Le sang des Murdoch, il y a 2 semaines. Et c'est une famille riche, blanche, d'ailleurs, à nouveau, je crois au-dessus de New York, qui, en fait, vivait au-dessus des lois. Ça faisait plus de 150 ans que de père en fils, ils étaient avocats et ils avaient de grands privilèges. Et donc, ils ont pu couvrir plusieurs homicides involontaires de leur famille ou plusieurs trucs de haine. Et ça, j'avoue que j'ai trouvé ça passionnant. Ça racontait un truc de l'impunité blanche, et ça racontait quelque chose des États-Unis. De privilèges. Père et fils étaient amis avec la police, et la police était de mèche avec eux pour couvrir leurs crimes à chaque fois. Cette semaine, ce n'est pas une rôtisserie, c'est une évangélisation que je vous propose. Les trains mènent vers l'enfer, mais aussi vers le paradis. Et certains mettent des diables en prison et méritent de voir les portes grandes ouvertes au moment du jugement dernier. Mais aujourd'hui, la sorcière se fait et eux. Car au lieu d'une rôtisserie qui mène au train vers l'enfer, je propose cette semaine une évangélisation. Et oui, certains mettent des diables en prison, et pour ça, ils méritent de voir les portes grandes ouvertes du paradis au moment du jugement dernier. J'en ai marre d'être méchante, je veux dire bravo à certaines personnes. Et tu sais quoi, la personne dont je vais parler, Saint-Pierre, il aurait pas non plus hésité à lui donner non seulement une entrée gratos, parce que c'est une zouze et pas n'importe quelle zouze, mais en plus des tickets et boissons. Je vais parler de Stéphanie Clifford, aka Stormy Daniels, une ex-star du porno. Et Michel Polnareff le chantait déjà. On ira tous au paradis. On ira. Qu'on soit béni, qu'on soit maudit. J'arrive pas à chanter au premier degré. Avec les saints, les assassins. Attention, punchline. Les femmes du monde et les putains. Merci de m'avoir accompagnée. De rien, pas de soucis, je fais partie d'une chorale. Eh bien, un an avant... Ouais, j'avoue, en plus, c'est vrai. Un an avant l'élection de Trump en 2015, cette travailleuse du sexe, cette performatrice, cette actrice aurait eu une relation sexuelle avec le milliardaire alors qu'il était marié depuis 1 an avec sa 3e épouse Melania. Bon là, rien d'illégal, même tant mieux. Elle est payée $130,000 par l'avocat personnel de Mandarine. C'est comme ça que je parle du mec Trump, parce qu'il a un mauvais fond de teint. Pour qu'elle se taise, de nouveau, rien d'illégal. Elle prend le cash, rien d'illégal. You go girl, meilleure passe de ta life. Est-ce que toi, tu couches avec Trump pour 130 000 €, Audrey ? Non. J'ai beau être dans la précarité la plus totale, c'est un non. Est-ce que tu coucherais avec Trump pour 130 000 €? Ah, c'est un petit oui, quand même. J'aurais trop peur qu'il mette du fond de teint sur mes vêtements, mais s'il paie le pressing... Ah, on sait pas, si on refaisait la vie avec des si, on pourrait mettre Paris dans un dé à coudre, comme disait ma grand-mère. En revanche, et alors là, l'Amérique est hystérique, Trump a démenti la connaître, ni lui avoir donné de l'argent. Et mentir sur la Bible là-bas, c'est plus grave que d'attaquer le Capitole, puisqu'il encourt 4 ans de prison, et la rumeur enfle, il pourrait être arrêté ce mardi, jour où nous enregistrons ce podcast. D'ici jeudi, j'espère vraiment qu'il sera derrière les barreaux. Et je me dis, la luxure, la tentation, est-ce que c'était Ève, cette femme, lui qui a fait tant de mal aux femmes, qui les a attrapées par la chatte, alors que franchement, c'est pas pratique. Tu sais quoi, tu peux pas attraper quelqu'un par une touche. Eh bien, s'il pouvait tomber, ce serait grâce à l'une de nous. Je me dis, c'est vraiment l'arroseur arrosé, et ça, c'est les meilleurs gags d'être pris à son propre jeu. Et sur son réseau social qui s'appelle True Social, donc le truc social de la vérité. Alors ça, c'est du n'importe quoi, c'est comme si j'appelais mon spectacle sobre, enfin bon, d'accord. Peut-être que Katniss va nous sortir Innocent Incompris, un livre chez personne. Il a appelé ses fans à manifester, alors préparez-vous à de belles pancartes. Peut-être verra-t-on sur l'une d'elles une sécheresse hivernale, et puis quoi encore, ma sécheresse vaginale, c'est la faute du réchauffement climatique. Ah ça, je sais pas si tu vois à quoi c'est. Oui, okay. je vois. C'est un mème qui tourne, qui est assez fameux. En tout cas, on va pas avoir les couteaux les plus aiguisés du tiroir sortir, mais si cette femme peut permettre de faire tomber enfin ce cafard, je ne sais comment le dire, eh bien, je t'évangélise avec grand plaisir. Stormy Daniels. Amen.
C'est quoi ta reco ? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai pas envie d'être méchante. Mais j'adore. C'est l'heure de la reco en télo. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chiné les dernières sorties de bouquins et j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook, c'est pour dire. Tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus artsy ne connaît pas. Alors cette semaine, je vais changer un petit peu. J'ai beaucoup parlé de livres, j'ai parlé de films. Je vais vous parler aujourd'hui de musique. Je vais vous parler d'un artiste, auteur, compositeur non binaire qui s'appelle Pierre et la Rose et qui vient de sortir son EP qui s'appelle Sirène. Yael était en concert à l'Ophé Pigalle le 14 mars dernier. Je l'ai pas vu cette fois-ci, mais je l'ai déjà vu plusieurs fois. Et Yael a aussi accompagné ma chorale afroféministe Marie Manenga à la Flèche d'Or. Alors vraiment, c'est une personne qui a une voix qui transporte une grande sensibilité et toujours des costumes majestueux, merveilleux. Je ne comprends pas d'où sortent ces costumes, mais en tout cas, je suis vraiment fascinée. Et chante beaucoup de chansons qui parlent de ses premiers amours, de ses premières déceptions, mais aussi malheureusement de ses agressions, de la difficulté à faire son coming out, et encore d'amour, beaucoup d'amour, encore et toujours d'amour, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ça. Et elle communique beaucoup aussi avec le public, c'est ce que j'aime chez Yael, pour expliquer le contexte de ses chansons, ses ressentis du moment, etc. Et on se sent hyper proche de Pierre et la Rose. Il n'y a pas le mur que les artistes peuvent dresser, tu sais, souvent entre la scène et les spectateuristes. Il n'y a pas de quatrième mur. C'est ça, surtout quand c'est des chanteurs-chanteuses, peut-être souvent ont tendance à rester un petit peu dans leur bulle, ce qui peut être cool aussi, mais là, il y a beaucoup de dialogues et c'est vraiment un spectacle vivant. On sent vraiment que Pierre et la Rose vit ses textes, se retrouve souvent en larmes sur scène, c'est presque de l'ordre du théâtre et de la performance et moi, ça me touche beaucoup. C'est vraiment une expérience, en fait, ces concerts. Ça se finit d'ailleurs souvent par un open mic où tout le monde peut venir chanter sur scène. C'est super convivial, on se sent hyper en famille. Et voilà, pour vous parler un petit peu de mes chansons préférées, il y a la chanson au titre un petit peu coquinou qui s'appelle Remplis-moi. Alors, ce n'est pas ce que vous pensez. C'est sûr que c'est pas ce qu'on pense. Un petit peu. Ça joue un petit peu sur l'ambiguïté des mots. Je trouve ça hyper cool. Et il y a aussi un titre qui s'appelle Pluvieux, qui parle de rencontres amoureuses, de déceptions aussi amoureuses. Et je trouve ça parfait à écouter en marchant sous la pluie dans Paris, en pensant à l'amour et en pensant à ses ex. Le P Sirène, il est sorti récemment. Je vous le conseille encore une fois très chaudement. Allez voir Pierre et la Rose en concert. Allez aussi le suivre sur Instagram. Et d'ailleurs, elle parle de son EP en disant que c'est à la fois un journal intime, une autothérapie, un coup de gueule, une preuve d'amour envers elle-même et une espèce de partage avec les personnes queer qui elle appelle ses sirènes. En tout cas, je trouve ça plein de douceur. C'est hyper politique, c'est hyper sensible. Ça fait du bien. Donc, écoutez Pierre et la Rose. Bah, t'en fais très bien la pub. Je viens de m'abonner sur Spotify à Pierre et la Rose. Magnifique nom en plus. Alors, merci Audrey pour cette reco. Et puis, vous, chers auditeuristes, plongez les mains dans la pop avec ce nouvel EP et adoucissez vos manifs de douces notes de musique. Catharsis-vous avec des true crime, mais je pense que comme BFM ou le Nutella, eh bien, tout est dans le dosage. Renforcez votre sérotonine avec des séries positives. Moi, mon dernier crush, c'est une série qui s'appelle Superstore, qui est hilarante. Et le rire, sachez-le, a plein de bénéfices pour la santé, notamment la cardiovascularité et votre santé mentale en général. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. C'est vrai qu'il y a les bénéfices dans tout. Merci, Docteur Mao. En tout cas, vous, tous et toutes, vous êtes nos doctéristes à nous écouter. Alors à jeudi prochain, les amours. Bisous Audrey. Bisous et bonne révolution. Les Mains dans la Pop est une émission de Nouvelles Écoutes, animée par Mao Drama et Audrey Coupé de Kermadec, produite par Julien Neuville, montage, mixage et enregistrement par Livio Boulanger au studio Artistique Palace, directrice générale adjointe Nora Issem, directrice artistique Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon, directrice commerciale Emmanuel Fortunato, chargée de production Cassandra De Carvalho.